Bonjour à tous et bienvenue à la série. C'est une série qui a été commencée en 2016 et nous avons un calendrier très chargé jusqu'en 2017. Aujourd'hui, ça n'est pas différent. Nous allons porter notre attention et nos discussions sur un sujet très important. C'est un sujet transversal dans le secteur de l'éducation. C'est le handicap et l'inclusion. Je voudrais donc vous remercier tous de votre participation. Et je voudrais dire aussi que c'est une séance qui est en live stream sur YouTube en français et en anglais. Donc, n'hésitez pas à partager les liens avec vos réseaux sur les réseaux sociaux. Il y a un panel d'experts aujourd'hui. Je ne vais pas les présenter, mais je vais présenter notre modérateur d'aujourd'hui. Je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Karen Mackey. Et je suis ici au GPE, mais je vais présenter notre modérateur. Connie Lauren Bowie est les modératrices de notre panel et elle présentera nos autres invités. Connie est la directrice générale de Inclusion International, Catalyst pour éducation inclusive. Je suis très heureuse de voir d'autres partenaires qui viennent des quatre coins du monde et qui nous rejoignent ce matin. Donc, je leur souhaite la bienvenue et je vous encourage à participer à d'autres séminaires de cette série. Y a-t-il des points administratifs à discuter avant d'entamer notre séance? Je vais vous donner, avant de commencer, certains points de technologie. Tout d'abord, si vous voulez bien éteindre vos micros, s'il vous plaît, si vous ne parlez pas. Si vous avez des problèmes de connexion, nous avons 2 personnes qui suivent les lignes et vous pouvez les contacter par email à webinarpartnership.org. Si vous avez des questions, vous pouvez de vous adresser dans la fonction chat et leur poser les questions par email. Il va y avoir une séance questions-réponses après les présentations et tout ce que vous dites va donc être repris par les modérateurs ici pendant la séance questions-réponses. Et nous pouvons vous envoyer un lien que vous pourrez partager avec d'autres personnes après cette séance. Il y a une interprétation simultanée en français et en anglais. Encore une fois, assurez-vous que vous êtes bien sur la bonne ligne linguistique. Et donc, sans plus attendre, je vais maintenant souhaiter la bienvenue à Connie. Je suis très heureuse de vous voir virtuellement et nous attendons avec impatience de poursuivre cette séance. Connie, si vous voulez bien allumer votre micro. Connie, votre micro est éteint. Si vous voulez bien allumer votre micro. Ah, j'étais en train de me parler moi toute seule. Bonjour, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui et merci de nous rejoindre sur ce webinaire GPE. Nous avons un groupe intéressant aujourd'hui d'intervenants. Nous avons 3 présentations pour vous qui représentent, à mon avis, des perspectives assez différentes. Une qui est un survol de l'éducation du point de vue du GPE. Nous avons aussi, si vous voulez bien éteindre votre micro, tous les autres intervenants, éteignez vos micros s'il vous plaît. Oui, tu peux poser la question qu'on n'a pas encore dit. Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Éteignez votre micro. Nous n'entendons rien. Éteignez votre micro. Tous ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît. Donc, je pense que le feedback ne vient pas de ma ligne. Il y a quelqu'un d'autre, effectivement, sur la ligne. Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Toutes les autres personnes, éteignez votre micro.
Et c'est ce que je suis en train de demander. Non, non, pas encore l'enseignement. Allô, les Comores, est-ce que votre micro est sur silencieux, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez éteint votre micro? Les Comores, éteignez votre micro, s'il vous plaît. OK. Très bien. Connie, allez-y. Donc, vous pouvez m'entendre? Oui. Donc, certains commentaires contextuels avant de passer à la présentation. Je pense que le GPE, le fait que le GPE s'occupe des handicaps et de l'éducation est en fait un signe vraiment crucial qui permet de dire qu'en fait, on doit s'occuper de ce genre de choses dans le secteur de l'éducation. Donc, je suis très heureuse d'avoir ce genre de conversation pour voir ce qui se passe au niveau des différents pays. Et en quelques mots, en ce qui concerne le contexte et en ce qui concerne le travail normatif de l'éducation inclusive, la plupart d'entre vous, je pense que vous savez qu'il y a des conventions sur les droits des personnes avec les handicaps et certaines conventions indiquent quels sont ces droits, quelles sont les adaptations qu'on doit faire pour les enfants, mais aussi le besoin d'avoir une approche inclusive dans tous les systèmes éducatifs. L'ODD numéro 4 fait référence à une éducation de qualité inclusive. Ce n'est pas par hasard que l'ODD 4 fait mention de l'inclusion dans un sens large, en particulier en ce qui concerne les handicaps, parce qu'après les objectifs de développement du millénaire, nous avons parlé d'inclusion et même en ayant réduit le nombre d'enfants qui n'étaient pas scolarisés, nous n'avons pas eu de preuve que les enfants avec des handicaps, que leur participation, leur scolarisation avait augmenté. Je pense c'est un point important que d'avoir adopté les ODD 4. Depuis lors, il y a eu aussi certains commentaires qui ont été faits par les comités d'experts du CRPD et le commentaire indique ce que se veut dire l'éducation inclusive. Quelles sont les implications d'une éducation inclusive? Cette conversation aujourd'hui, je pense, est une manière importante de parler des progrès qui ont été faits en termes de l'inclusion des enfants, les stratégies qui ont été adoptées par les gouvernements et par les ONG. Je pense que c'est une discussion importante dans le contexte, c'est-à-dire comment considérer l'éducation dans son ensemble, comment s'assurer que les enfants qui ont été les plus exclus ont la possibilité d'être scolarisés et comment on organise nos systèmes éducatifs de manière à les inclure. Donc, je vais m'arrêter ici en termes de contexte. Je pense que vous avez pas mal de temps qui vous restera pour la séance questions-réponses pour discuter effectivement des points qui ont été soulevés pendant les présentations. J'aimerais vous présenter donc, je vais donner une présentation générale des intervenants et à la fin des présentations, je dirai je présenterai la personne suivante. Il y a donc 3 présentations. La première présentation, c'est Madame Ruchi Singh, qui est spécialiste de l'éducation, handicap et éducation inclusive du Partenariat mondial pour l'éducation. Ruchi va nous parler de ce qu'a fait le GPE du point de vue global. La deuxième présentation sera faite par Monsieur Armoin Darkwari. Je suis désolée de la présentation, pardonnez-moi, qui est inspecteur général de l'éducation nationale auprès du ministère de l'Éducation de l'Union des Comores.
La troisième présentation sera faite par Monsieur Richard Mativou Moussaou, qui est conseiller technique senior en Afrique de l'Est auprès de Deaf Child Worldwide du Kenya. Et ensuite, Madame Catherine Mutoni Mwangi, qui est responsable des programmes d'éducation pour Voluntary Services Overseas au Kenya. Nous avons donc un bon mélange géographique. Nous remercions nos intervenants de leur participation. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Madame Ruchi Singh du GPE, qui va vous donner une perspective sur le travail du GPE sur l'éducation, le handicap et l'éducation inclusive. Merci, Connie. Je voulais commencer ce matin par donner non seulement un survol du constat, donc le travail qu'a entrepris le GPE pour pouvoir évaluer les handicaps et l'éducation inclusive dans le secteur de l'éducation, mais je voulais prendre quelques minutes pour donner le contexte, c'est-à-dire pourquoi se fait-il qu'il est important d'inclure des enfants avec les handicaps. Nous savons que bien que l'accès à l'éducation se soit amélioré sur le plan mondial ces 15 dernières années, il y a près de 121 millions d'enfants et d'adolescents qui ne sont toujours pas scolarisés. Récemment, on a estimé qu'il y a environ 65 millions d'enfants en âge d'école primaire qui sont handicapés et que la moitié ne sont pas scolarisés, en particulier dans le contexte des pays en développement. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a estimé qu'environ 90% des enfants handicapés ne vont pas à l'école du tout, et sur les 10% qui vont à l'école, 5% n'arrivent même pas à terminer leur éducation primaire. Donc, sur ces 5% qui terminent leur éducation primaire, eh bien, les filles handicapées il est encore moins probable qu'elles puissent terminer l'école primaire par rapport aux garçons qui ont des handicaps. Donc, dans ce contexte, le GPE a travaillé donc dans ce secteur de l'éducation inclusive et nous avons donc c'est en fait dans le cadre des objectifs stratégiques numéro 2, nous avons lancé ce plan. But please ask your Si vous voulez bien ne pas allumer vos micros. S'il vous plaît, éteignez tous vos micros. Sinon, nous aurons ce problème à nouveau. N'allumez pas vos micros, éteignez tous vos micros. Nous demandons aux personnes qui se trouvent sur la ligne aux Comores comme à Nairobi d'éteindre les micros. Nous allons donc poursuivre notre présentation et encore une fois, assurez-vous bien que vos micros sont éteints parce que nous avons sinon énormément de bruit sur la ligne et ce qui ne nous permet pas de poursuivre notre interprétation. Donc, nous allons poursuivre. Je voulais juste récapituler. Donc, ce dont nous parlons aujourd'hui, donc l'éducation pour les enfants handicapés, ceci fait partie de l'objectif stratégique numéro 2 du GPE qui veut améliorer l'inclusion et l'égalité pour les personnes, les enfants les plus marginalisés, y compris les enfants handicapés. Donc, ensuite, pour vous donner un aperçu, un constat sur le handicap, l'objectif était en fait tout simplement de comprendre quels étaient les engagements, les modèles d'engagement et la stratégie en matière d'éducation des enfants handicapés dans les plans sectoriels de l'éducation au niveau des différents pays.
Nous avons fait ceci en passant en revue 51 des plans sectoriels de l'éducation pour les pays partenaires au développement du GPE, et les informations que nous avons obtenues venaient des plans nationaux pour le secteur de l'éducation ainsi que sur les ESPIG. Avant de rentrer dans les détails de ce constat, je voulais parler de la présentation. Tout d'abord, je vais parler du constat des 51 pays, ensuite rentrer dans les détails, c'est-à-dire que font les gouvernements, quels sont leurs plans en ce qui concerne la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement et l'accès à l'apprentissage. Et ensuite, nous parlerons des lacunes en termes des opportunités qui sont offertes aux enfants à l'avenir dans ce secteur de travail. Alors, cette diapo vous donne la condition des 51 PDP du GPE, qui font donc partie d'un groupe d'échantillonnage. Environ 24 plans sectoriels sur les 51 qui ont été examinés avaient une certaine stratégie qui avait été élaborée. Ça veut dire que ces pays prévoient l'amélioration des données, prévoit aussi un accès à une éducation de qualité pour les enfants vivant avec des handicaps. Et ça veut dire qu'ils ont inclus un certain budget, une enveloppe pour les activités, par exemple, du genre de suivi de leur travail. Il y a environ 19 pays qui commencent à considérer une éducation inclusive et une éducation des enfants vivant avec des handicaps dans leur plan sectoriel, et 8 plans ne mentionnent pas les enfants vivant avec des handicaps du tout. Il est important ici de souligner que ce qu'on en a observé, c'est que dans ces plans sectoriels, visant les enfants vivant avec des handicaps, en fait, il y a pas mal de méthodologies différentes. Et ces stratégies sont en fait basées sur le contexte, sur les informations qui sont disponibles au niveau des pays. Et très souvent, il n'y a pas véritablement beaucoup d'informations. Et enfin, quelquefois, ça n'est pas très, très robuste. Donc, ici, ce que nous voyons, c'est en fait le survol de ce qui se passe. Donc, à quel point est-ce que les plans d'éducation répondent aux handicaps, aux enfants vivant avec des handicaps par région? Ici, nous voyons qu'il y a les pays en Afrique centrale. Veuillez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Éteignez votre micro. Donc, sur les 51 qui faisaient partie de cette région, nous avons donc... Somebody's on the line. Could you please ask them to turn off their mic? Je vais demander à tous les participants d'éteindre leur micro, s'il vous plaît, encore une fois. Merci. Alors, je voulais rapidement vous donner un aperçu. Donc, dans notre constat, que prévoient les gouvernements? Donc, quoi investissent-ils? Il est intéressant de noter que près de 13 pays dans cet examen sont en cours de planification d'une politique de l'éducation inclusive ou sont en train de développer ces politiques. Veuillez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Veuillez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Nous répétons, veuillez éteindre vos micros. Les Comores, est-ce que vous voulez éteindre votre micro? Est-ce que votre micro est éteint, s'il vous plaît? Vérifiez. Oui, c'est éteint le micro. Nous sommes donc de retour. Merci mille fois
d'être resté patient. Merci encore une fois de votre patience. Nous espérons que nous allons pouvoir reprendre pendant une petite heure et ce sans aucun autre problème technique. Alors, passons. La diapositive suivante maintenant. Et la diapositive suivante est celle-ci. Voilà. Très bien. Je crois que nous sommes revenus à la diapositive où je vous disais que nous essayons de faire l'inventaire, c'est-à-dire qu'est-ce que les gouvernements ont prévu et que sont-ils intéressés, qu'est-ce qui les intéresse. Il est important de dire que, comme je viens de le dire, la planification est assez et pour les stratégies qui devront être mises en œuvre. Alors, il s'agit d'un petit plan. La plupart des pays sont en phase pilote, qui ont 2 ou 3 circonscriptions ou même une seule circonscription. Il y a quelques projets d'inclusion, mais ils sont relativement rares. Il est important de signaler qu'il y a également une expansion de l'éducation spéciale avec la construction d'écoles spéciales. Mais ce qui ressort de ce que nous avons vu, c'est que la plupart des pays intègrent les enfants dans des écoles ordinaires, des enfants qui sont relativement peu handicapés, qui peuvent être intégrés sans véritablement d'appui ou encore d'installation particulière, mais les enfants qui ont d'autres besoins, qui sont très handicapés, sont souvent placés dans des équipes, dans des écoles spéciales. Alors, diapositive suivante. Pour les investissements maintenant. Il y a un accent particulier sur l'accès à la scolarisation, principalement sous forme de construction et de concepts d'accessibilité. 21 plans de l'éducation priorisent l'infrastructure, la construction d'écoles particulières avec des installations particulières. Mais les transports sont l'une des entraves, bien souvent pour les enfants qui n'ont pas accès à l'école, et n'a été signalé que dans un seul plan de l'éducation. Des investissements pour le renforcement des capacités pour les enseignants, par exemple pour la formation, les écoles normales, pour l'achat également de documents, de manuels pour les enfants vivant avec des handicaps, et les données sur les handicaps sont importantes également, et également l'identification de services particuliers, c'est ce que les gouvernements essayent d'adopter. Alors, je ne vais pas plonger dans l'analyse des conclusions, ni ce que nous avons essayé d'en tirer, mais je dirais tout simplement que cette analyse a été menée sur la base de 3 dimensions. Tout d'abord, comment les plans abordent-ils les résultats d'apprentissage équitables pour les enfants handicapés? Comment les plans abordent-ils l'équité et l'inclusion, les problèmes donc d'inclusion? Et comment est-ce qu'ils renforcent les systèmes d'éducation efficaces pour les enfants handicapés? Maintenant, pour la qualité de l'enseignement. Ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que les activités pour les enseignants, donc, c'est de l'apprentissage, c'est ce qui est surtout prévu dans les interventions, ce qui est suivi ensuite par... Ça n'est pas vraiment bien suivi par un appui en salle de classe, c'est-à-dire dans les écoles pour les enseignants. Ici, vous voyez qu'il est manifeste que le graphique est plutôt chargé en haut quand il s'agit de services pour la formation des enseignants et les manuels d'enseignement qui sont des investissements uniques. Ça, c'est relativement courant. Mais si vous regardez en bas de la pyramide,
l'on voit bien quel est le mécanisme d'appui qui sera exigé pour un enseignant pour continuer à apporter cet appui et pour avoir la diversité de l'enseignement, et ce de façon continue. Ça, c'est très rare dans les plans sectoriels. Par exemple, recrutement de collaborateurs supplémentaires ou encore un appui, ça n'est pas prévu et il faut se pencher sur la question davantage dans les pays. Maintenant, pour la qualité de l'enseignement, ce que nous avons surtout retiré de cet inventaire, c'est les données en ce qui concerne les résultats d'apprentissage ne sont pas disponibles dans les PSE. Aucun plan ne porte sur les résultats de l'enseignement ou l'articulation entre ces résultats et les plans. Et l'on parle effectivement d'adaptation, des évaluations pour le style d'enseignement pour ces enfants-là, mais il n'y a pas de détails en la matière. Les pays n'indiquent pas ce que cela signifierait véritablement. Il y a 6 pays qui ont prévu d'aligner les méthodologies d'évaluation sur les styles d'enseignement. L'adaptation des cursus d'enseignement, c'est là la grande stratégie qui est soulignée dans la qualité de l'enseignement, mais il n'y a pas de détails concernant ce sujet ni les instruments à cet effet pour l'orientation. Ce sont des stratégies pourtant importantes. Je répète, là encore, dans cette pyramide, vous voyez que la modification des cursus, par exemple, eh bien, les pays l'ont prévu ou veulent le prévoir, mais les mécanismes nécessaires entre les élèves et les enseignants, là, en revanche, il y a très peu de détails. Donc, la mesure de la participation, l'apprentissage, etc., ça n'est pas considéré comme étant important. C'est surtout la modification des cursus qui intéresse les PSE, sans savoir quelles sont les ressources qui seront nécessaires pour l'appui, pour mettre en œuvre le cursus dans les cours et pour régler le problème de la diversité. Ça n'est pas abordé. Maintenant, quels sont les plans pour régler et améliorer l'équité et l'accès à l'éducation également? Pour l'équité, l'on reconnaît que les filles qui sont handicapées, on en parle très peu. Elles ont des problèmes particuliers. Maintenant, les inscriptions scolaires, la scolarisation ciblée pour ces filles non plus n'est pas abordée. Maintenant, les incitatifs pour les bourses, par exemple, pour les garçons et les filles. Et ces incitatifs sont souvent distribués selon le degré du handicap. Les bourses sont surtout pour les dépenses de rééducation, par exemple, ou encore les accessoires, mais rarement l'éducation ou les transports ou encore les manuels d'enseignement qui pourraient aider les enfants vivant avec un handicap à avoir accès à l'enseignement, à l'apprentissage, et ce pour un avenir. Maintenant, pour améliorer l'accès aux écoles, je crois que je vous l'ai dit, c'est là l'un des domaines les plus importants qui a été souligné par les plans sectoriels. 14 pays ont dit que c'était là une priorité stratégique. Et là, encore une fois, l'accès est surtout sur l'accessibilité, la construction d'installations dans les écoles, mais également des écoles particulières et l'expansion des écoles spéciales. Pour maintenant la régionalisation, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Afrique de l'Ouest, on parle plutôt de la construction et de rampes d'accès aux écoles et la construction d'écoles spéciales. En Asie centrale, l'amélioration de l'accès, c'est plutôt la promotion de l'institutionnalisation pour l'intégration des enfants vivant avec un handicap. Dans toutes les régions, toutefois,
Les comportements sont les entraves principales, donc on se préoccupe davantage d'activités de sensibilisation. Maintenant, certains des pays, c'est encourageant, prévoient d'améliorer la collecte des données. Alors, quelques pays vont améliorer les données en utilisant soit des renseignements ou le système EMIS, mais il est important de savoir que sur 51 pays qui étaient présents dans cette revue, 29 ont inclus les données sur les enfants à handicap dans leur plan sectoriel. Nous savons que les données, c'est un gros problème et en ce qui concerne les enfants handicapés, car les données varient, les méthodes de collecte et de rapport ou de communication sont très variables également. Il a été difficile de tirer réellement des conclusions sur l'analyse comparée entre les pays, par exemple. Maintenant, voyons, maintenant que je vous ai dit ce que les gouvernements prévoient et les thèmes qui ont été adoptés par les gouvernements, réfléchissons un instant aux obstacles qui sont relevés dans les plans sectoriels. Quelles sont les difficultés pour la planification de l'éducation pour les enfants handicapés? Voici ici une répartition des différents obstacles, tant pour la demande que pour l'offre, vous les connaissez, et le nom des pays vous indique bien quels sont les grands obstacles pour chacun de ces pays et comment guider la planification à partir de là quant aux interventions qui sont prévues dans les plans sectoriels de l'éducation. Diapositive suivante. J'aimerais conclure maintenant sur deux diapositives qui vous donneront une meilleure idée des grandes lacunes. Les lacunes qui ont été relevées pendant cet exercice. Tout d'abord, la clarté sur les approches politiques ou la mise en œuvre de ces démarches. Encore une fois, ce n'est pas du tout approfondi. Il va nous falloir mieux planifier, il va nous falloir mieux réfléchir à ces sujets. Nous savons que les données sont limitées concernant les enfants handicapés, scolarisés, pas scolarisés, les écoles auxquelles ils ont accès, on n'en sait rien. Donc, c'est le type, la qualité des données qui sont limitées. Ça, c'est une grosse lacune. Mais autre lacune sur le financement et la budgétisation. S'il y a peu d'informations, c'est soit qu'il n'y a pas du tout d'informations, ou encore, s'il y a quelques informations, elles sont parsemées. Le plan sectoriel, la mise en œuvre, les activités ne sont pas tarifées et les budgets sont mal alignés. Nous ne savons pas non plus comment les activités ont été prévues à cet effet, car les pays qui ne sont pas financés par le GPE et d'autres agences, ces informations ne se retrouvent pas dans le plan sectoriel. Maintenant, les indicateurs du suivi et d'évaluation sont pour suivre les progrès, pour les réalisations. Là encore, ce sont des données que nous n'avons pas. C'est une grosse lacune aussi. Et dans les plans sectoriels, on ne suit pas les partenariats avec la communauté, la société civile, ni encore avec les donateurs. Je conclurai sur certains points de réflexion, matière à réflexion en quelque sorte, pour l'avenir. Ce que j'aimerais aborder, c'est que nous savons qu'il nous faut donc combler les lacunes de données. Il nous faut de meilleures données pour une meilleure analyse sectorielle et un meilleur plan sectoriel. Il nous faut savoir comment est-ce que ce sera possible. Le GPE, avec ses partenaires, l'UNICEF, travaille à l'élaboration d'un chapitre dans les directives méthodologiques sur l'inclusion dans l'éducation pour que les analyses puissent comporter cette inclusion.
Il nous faut voir l'analyse coût-avantage des écoles spéciales ou de l'inclusion dans des écoles ordinaires. Et peut-être que l'analyse sectorielle pourra nous le permettre. Il nous faut commencer à combler les lacunes en collectant davantage de données de meilleure qualité, des modules, donc des SIG inclusives, et sur les 6 questions sur les enfants handicapés pourront être l'opportunité de nous pencher sur la collecte de meilleures données. Et maintenant, nous avons l'orientation sectorielle que nous développons ici, qui permettra au pays de développer un meilleur plan sectoriel de l'éducation qui sera inclusif et comprendra différentes questions d'équité. Et enfin, je terminerai en vous disant que ce qu'il va nous falloir, c'est savoir comment est-ce que nous mesurons les résultats de la scolarisation pour les enfants handicapés. C'est une question qui va être débattue chaudement, mais c'est une question extrêmement importante parce que nous savons que l'inclusion est tout à fait liée à l'accès, bien sûr, mais à la participation et à l'apprentissage qui rendront l'inclusion faisable. Je m'arrêterai là. Merci mille fois de m'avoir écouté et d'avoir été très patient pendant les difficultés techniques que nous avons rencontrées. Merci. Merci aux participants également d'être restés en ligne. Les difficultés techniques ont été surmontées. Vous avez entendu l'analyse. Alors maintenant, vous en conviendrez avec moi, nous avons toutes sortes de matières à réflexion et j'espère que nous pourrons en discuter après l'exposé suivant. Maintenant, est-ce que nous avons nos collègues des Comores en ligne? Oui, les Comores sont en ligne. Donc, je vais passer à l'exposé suivant et vous présenter Monsieur Darkaoui. Désolé de ma prononciation. Inspecteur général de l'Éducation nationale, ministère de l'Éducation de l'Union des Comores. Cher monsieur, vous avez la parole. Si vous voulez bien allumer votre micro pour la présentation. Si vous voulez bien allumer votre micro. Les Comores, si vous voulez bien allumer votre micro, s'il vous plaît, pour que nous puissions entendre votre présentation. Je pense que nos collègues de Nairobi sont prêts. En fait, ce que nous allons faire, c'est passer directement à la présentation de Nairobi. Nous allons donc changer le programme et nous allons demander à nos collègues du Kenya de faire leur présentation. Et je pense que nous essaierons un petit peu plus tard de demander à nos collègues des Comores de suivre la présentation du Kenya. Dans ces cas-là, les Comores, s'il vous plaît, éteignez votre micro maintenant, s'il vous plaît. Donc, du Kenya, nous avons Monsieur Richard Mativu Museo, qui est conseiller technique senior pour l'Afrique de l'Est auprès de Deaf Child Worldwide Kenya, et Madame Catherine Mutoni Mwangi, qui est responsable des programmes d'éducation de Voluntary Services Overseas au Kenya, et ils vont nous faire une présentation sur le travail qu'ils ont effectué auprès des enfants sourds au Kenya. Et je vais donc maintenant leur donner la parole.
Merci beaucoup de faire ceci au pied levé. Merci. Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons vous entendre. Le Kenya, allez-y. Allez-y, le Kenya. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en train de présenter notre présentation. C'est aller au-delà du cursus. Les progrès comme les défis dans l'éducation pour les enfants sourds au Kenya. Donc, je voulais vous rappeler tout d'abord que quand nous parlons des enfants sourds, nous parlons de tous les enfants qui ont une perte d'audition. Que ce soit en fait, quelle que soit la forme de cette surdité, ce sont tous des enfants sourds. Donc, diapositive suivante. Notre présentation va survoler 4 domaines essentiels et je parlerai de ces points si vous le voulez bien. Nous allons donc passer à la diapositive suivante. Merci. Sur cette diapositive, nous voulons parler. Vous allez remarquer que notre focalisation première, c'est sur la langue des signes du Kenya. Nous avons d'autres méthodes de communication pour les enfants au Kenya, mais jusqu'à présent, dans l'ensemble, je parlerai de la langue des signes parce que c'est en fait ce qui est utilisé le plus souvent en termes du contexte. Donc tous les implants de cochlée, c'est en fait très, très cher. Il y a des interventions qui sont très chères. Et donc, c'est ce que nous utilisons dans les écoles pour les enfants sourds. Le Kenya a une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution reconnaît la langue des signes. Et la langue des signes est en fait intégré donc dans la Constitution. Ceci fait que c'est un droit pour les enfants sourds. Ceci a donné effectivement beaucoup plus d'ampleur pour la langue des signes. Et en 2017, nous avons maintenant un nouveau programme et de nouvelles réformes de programmes scolaires. Et ces réformes ont donc considéré que la langue d'enseignement dans les écoles pour les sourds était la langue des signes du Kenya. Et c'est quelque chose qui peut aussi être enseigné à tous les enfants en tant que langue dans toutes les écoles, au même titre que le français ou l'espagnol. Ce qu'il faut savoir, c'est que surmonter la barrière de la langue pour les sourds, c'est un défi énorme et on doit avoir, et ceci exige d'investir. Pourquoi? Parce que les enfants sourds sont comme les enfants qui parlent régulièrement. C'est dur pour eux. Plus de 90% des enfants sourds sont en fait nés dans des familles entendantes et c'est une lutte pour eux pour se faire entendre parce que très souvent même les parents ne peuvent pas apprendre la langue des signes. Les sourds, les enfants sourds sont donc à un désavantage et il est important de savoir que si un enfant n'est pas enseigné, on n'enseigne pas à un enfant une langue avant l'âge de 4 ans, eh bien l'enfant aura des difficultés pour le restant de sa vie pour pouvoir acquérir une langue. Il y a 3 autres choses qui sont applicables au Kenya. Nous avons intégré des unités avec des enfants sourds. Nous avons aussi des écoles pour les sourds et nous avons une éducation inclusive. Et tout ceci s'applique à notre contexte. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ce tableau, comme vous pouvez le voir,
montre une comparaison des différents cursus, donc de l'ancien programme et du nouveau programme. Nous avons maintenant donc un nouveau programme et il semble qu'en théorie, tout ceci soit très positif. Mais ceci est beaucoup plus bénéfique pour les enfants qui ont des handicaps. Auparavant, il y avait le langage des signes auparavant, mais ça n'était pas reconnu au sein des programmes. Maintenant, c'est quelque chose qui fait beaucoup plus partie de ces nouveaux programmes. Les nouveaux programmes sont beaucoup plus souples, ils se focalisent sur l'apprentissage et sur les compétences. Maintenant, passons à la diapo suivante. Alors, ce tableau, ce diagramme ici, nous avons obtenu ça de l'Institut d'élaboration des programmes du Kenya. Et à partir de ce tableau, vous pouvez voir où on a commencé à faire des évaluations de compétences. Et il y avait donc les enfants qui étaient malentendants, se rendaient dans les cliniques ou dans d'autres centres. Par exemple, quand vous prenez un enfant à la clinique pour se faire vacciner, par exemple, le médecin faisait une évaluation de l'enfant pour tout problème de développement. Et si, dans ces cas-là, un problème de développement était découvert, on aiguillait l'enfant sur des médecins ou sur un placement. Maintenant, en termes d'éducation, on réfère les enfants à un centre d'évaluation fonctionnelle et de là, il y a un soutien en fonction du handicap et il y a donc des recommandations vers des institutions qui sont les mieux adaptées à l'enfant. Donc, à partir de ce diagramme, vous pouvez voir également que le nouveau programme reconnaît énormément de handicaps. Auparavant, le programme reconnaissait uniquement les handicaps traditionnels, c'est-à-dire les enfants qui étaient malvoyants, malentendants, les enfants avec des handicaps physiques et ceux qui avaient bien sûr des handicaps d'apprentissage. Vous pouvez voir avec ce nouveau programme, on voit qu'il y a effectivement donc ça, ce ne sont pas un enfant qui est sourd. D'après notre expérience, nous savons très bien que les enfants sourds peuvent être très performants de la même manière qu'un enfant qui n'est pas malentendant. Il y a donc un même programme avec quelques adaptations. La surdité n'est pas une difficulté d'apprentissage, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'un programme particulier. Passons à la diapo suivante. Cette diapo montre que nous avons fait un programme pilote entre le mois de mai et le mois de juin 2017 et le programme pilote a été une très grande réussite, mais il nous reste encore beaucoup à faire en termes de mise en œuvre. Passons à la diapo suivante. Maintenant, les défis en matière de mise en œuvre. Cette diapositive, quel est le message? Tout d'abord, les défis. Les défis, c'est en fait un accès précoce à la langue. Auparavant, j'ai parlé du fait que les enfants sourds ont beaucoup de difficultés à apprendre la langue quand ils sont très jeunes. Et donc ça, c'est en fait une grosse difficulté. Pas mal d'enfants malentendants, quand ils se rendent à l'école,
eh bien, leurs habilités, leurs compétences linguistiques ne correspondent pas à leur âge. Ce qui veut dire que beaucoup d'enseignants, en fait, ont du mal à enseigner à un enfant. Ils doivent leur enseigner une langue avant de pouvoir enseigner autre chose. Ça veut dire qu'il y a des retards en termes de leur programme. Et ça, c'est véritablement une grosse difficulté. En ce qui concerne maintenant les connaissances et les compétences, il y a un très gros retard. La plupart des enseignants, en effet, peut-être qu'ils ont fait une certaine éducation spécialisée, mais ils ne peuvent pas véritablement, ils ne sont pas très, ils ne savent pas la langue des signes et ils n'ont jamais en fait suivi de cours particuliers pour ceci. Il y a aussi certains enseignants qui ne savent pas comment enseigner aux enfants malentendants. Ils ne savent pas comment développer des aides d'apprentissage convivial. Donc, vous pouvez aller par exemple dans une école pour les sourds et il n'y a rien sur les murs. Et il n'y a absolument aucune documentation. Mais les enfants qui sont sourds apprennent de manière visuelle. Ils utilisent énormément leurs yeux, donc des aides visuelles. Ça, c'est très important pour les enfants sourds. Maintenant, passons à la diapo suivante. Cette diapositive montre 3 piliers. Tout d'abord, elle indique la sensibilisation de la communauté. Ça, c'est en fait un projet qui est en fait dans le plan sectoriel du Kenya pour 2030 et aussi ça fait partie des ODD numéro 4. Donc, la responsabilisation communautaire pour l'inclusion des sourds, ça, c'est quelque chose qui se fait qui est soutenu par Deaf Child Worldwide. C'est mis en œuvre dans 4 comtés au Kenya. Auparavant, j'ai parlé de certains défis. Et maintenant, dans cette diapo, ce projet, eh bien, c'est en fait quelque chose que nous faisons et nous continuons à traiter certains de ces défis. C'est un projet qui maintenant a été lancé il y a 3 ans et qui permet de traiter certains des défis que j'ai mentionnés auparavant. Donc, sur le premier pilier, vous voyez qu'il s'agit des interventions précoces. Le projet a établi des unités de ressources supplémentaires dans chacune des écoles dans lesquelles on se rend. Dans cette unité, les enfants viennent et il y a en fait 2 axes d'apprentissage. Les enseignants ont des plans d'éducation individuelle pour les enfants et les parents viennent aussi à différents moments pour apprendre la langue des signes et savoir comment communiquer avec leurs enfants et pouvoir soutenir leurs enfants. Le pilier suivant, eh bien, il s'agit des connaissances, des compétences et des capacités. Nous avons travaillé avec l'Institut d'éducation spécialisée du Kenya, où nous avons donc des cours spécialisés pour les enseignants pour pouvoir identifier ce dont les enseignants ont besoin. Nous travaillons en collaboration avec les enseignants pour identifier où sont les carences. Jusqu'à présent, nous avons formé plus de 200 enseignants et les enfants sont très heureux parce que quand ils rentrent dans leurs écoles et qu'ils travaillent dans leur classe, il y a donc des ressources supplémentaires. Nous avons aussi envoyé un mémorandum au ministère de l'Éducation sur ce point et le nouveau groupe de travail qui s'attache à travailler sur des réformes de programmes. Diapositive. Maintenant, les recommandations du CEDI. Nous recommandons que nous avons besoin d'aider les enfants malentendants à apprendre le langage des signes très tôt.
Nous avons travaillé dans les écoles pour avoir des modèles qui permettraient aux enfants d'apprendre la langue des signes. Nous devons investir en termes de qualité des enseignements. Nous avons aussi besoin d'enseignants qui vont soutenir les enfants. Ensuite, donc en termes maintenant des programmes, des cursus. Quelqu'un qui est en ligne. Avant, si vous voulez bien revenir aux recommandations du CEDI. Merci. En ce moment, la langue des signes n'a pas suffisamment de vocabulaire et c'est en fait quelque chose qui limite énormément. Nous devons aussi travailler avec le gouvernement en tant que collaborateur, en tant que partenaire, plutôt que de jouer un rôle de supervision. Diapositive suivante. D'accord. Maintenant, en termes de recherche, nous travaillons ensemble avec Voluntary Services Overseas et au mois de janvier et de février prochain, nous allons avoir une recherche sur l'éducation précoce, donc sur l'éducation pour le développement de la petite enfance. C'est là où nous allons effectivement développer des outils d'évaluation linguistique. Nous allons également évaluer les enfants, les petits-enfants, au moment où ils acquièrent le langage. Et nous espérons trouver pas mal de choses et apprendre énormément de choses que nous pourrons partager et nous partagerons nos recommandations. Si nous passons à la diapositive suivante. Nous vous remercions. Finalement, comme vous le voyez, nous sommes deux organismes. Si vous voulez bien vous rendre sur notre site Internet, vous pourrez en apprendre beaucoup plus sur ce que nous faisons. Et nous avons donc un handle Twitter. Je vous remercie d'avoir écouté ma présentation. Merci beaucoup à notre intervenant. C'était un survol très intéressant, à la fois sur les changements au Kenya au niveau du gouvernement, en ce qui concerne la reconnaissance du langage des signes. Et ça, c'est un développement, une évolution vraiment formidable. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être discuté beaucoup plus en détail au sein de tous les pays du GPE. Et la présentation sur le travail en particulier que font ces deux ONG au Kenya était très intéressante. Je pense qu'il faut souligner qu'il y a énormément d'innovations qui ressortent de la participation des ONG ou de la collaboration des ONG avec le gouvernement. Cela soulève un certain nombre de questions, à savoir comment on peut y parvenir. Je voudrais demander à mes collègues à Washington si nous avons maintenant nos collègues des Comores qui sont en ligne. Est-ce que oui, ils sont connectés, mais en attendant, ce que j'aimerais faire, c'est d'encourager aux personnes qui écoutent notre atelier d'envoyer leurs questions sur YouTube. Donc, d'utiliser la fonction chat sur YouTube pour envoyer leurs questions. Nous allons essayer de voir si nos collègues des Comores vont pouvoir faire leur présentation. Très brièvement, s'il vous plaît, parce que nous sommes très en retard. Mais maintenant que la technologie fonctionne, nous voulons nous assurer que nous allons pouvoir entendre la dernière présentation. Monsieur Amran Darkawi, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, ministère de l'éducation de l'Union des Comores. Allez-y, monsieur, vous êtes en ligne. Reculez-vous un tout petit peu du micro. OK, essayez. Oui. Non. Est-ce que c'est mieux? Non.
Ok, allez-y. Oui, est-ce que c'est mieux maintenant? C'est un petit peu mieux. On ne garantit rien. Allez-y. Voilà. Donc, on passe à la diapo suivante tout de suite. Diapo suivante. Voilà. Voilà. Donc, nous commençons par donc, la présentation rapidement du pays. Donc, pour rappel, les Comores sont constituées de 4 îles. Grande Comore, Anjouan, Mayotte et Moïdi. Cependant, étant donné que le Mayotte est encore sous administration française depuis l'indépendance, les données que nous avons présentées concernent seulement les 3 autres îles. On a un indice de développement de 497 sur 1000, un taux brut de scolarisation qui est de 96,7%. Suivant. Diapo suivante. Voilà. Alors, la situation ici, on va présenter globalement comment de manière formelle, institutionnelle, la problématique est prise en compte. Et nous avons d'abord une enquête sur la situation des handicapés qui a été menée en 2003 et qui a d'une certaine façon préparé le 3e recensement général de la population et de l'habitat. C'est à partir de là que les actions suivantes ont pu être menées. Suivant. Diapo suivante. Voilà. Et puis, concernant spécifiquement les perspectives pour la scolarisation, il y a eu une étude régionale qui a été menée pour l'Afrique orientale et donc la situation du handicap, où il y a eu la connaissance donc au niveau des lois, la collecte des données, l'offre de services éducatifs, l'offre en appui aux enfants, mais aussi l'organisation et la coordination des initiatives d'une manière globale. Et puis des enquêtes scolaires qui ont été menées en 2016-2017, aussi bien au niveau du préélémentaire que du primaire, qui a montré donc au niveau des établissements publics et privés le nombre d'enfants qui étaient alors scolarisés, donc 315 au niveau du préélémentaire, mais 1607 au niveau de primaire. Suivant, diapo suivante. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, voilà, voici un peu le cadre politique et stratégique qui a été mis en place sur la base des enquêtes. D'abord, le plan intérimaire de l'éducation 2013-2015. Ensuite, la stratégie de croissance accélérée de développement durable, la SCADB 2015-2019. Le document programme pays UNICEF 2015-2019. Le plan de transition du secteur de l'éducation qui est en train de se mettre en place actuellement. Et puis, la stratégie nationale pour l'éducation de base des enfants vivant avec handicap et le plan d'action qui en découle qui vont aller de 2017 à 2026. Suivant. Alors, concernant le plan intérimaire de l'éducation, puisque ce plan-là a pu être mis en œuvre, il a été prévu pour 2013-2015, mais il a été prolongé quand même jusqu'en début 2018. Alors, sur cette base, les activités qui ont été planifiées concernent l'extension de l'accès des enfants souffrant de handicap, des campagnes d'information et de sensibilisation pour la prise en charge de ces enfants-là, la constitution d'une base de données, la prise en charge de 160 enfants malvoyants et 30 malentendants,
la formation en braille et langue de signes, et puis l'amélioration des installations d'accès et de conditions d'accueil à l'école pour les enfants vivant avec handicap. Donc, c'est ce qui a été planifié. Suivant. Au suivant, s'il vous plaît. Voilà, en termes de réalisation, donc, on a eu donc des campagnes de sensibilisation, les bases de données, l'intégration de la base de données des enfants avec handicap dans la statistique globale, en fait des rampes d'accès dans 58 salles de classe, 2 enquêtes ménages, une orientation des encadreurs pédagogiques et personnels de santé sur la prise en charge des EVH, une stratégie nationale de scolarisation des enfants, et puis un plan d'action national de scolarisation sur lequel nous allons revenir, et puis la priorisation de la stratégie faire pour la prise en charge donc des malentendants légers. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, dans ces actions-là, donc il y a des activités spécifiquement appuyées donc par le GPE et l'UNICEF pour l'éducation des enfants vivant avec handicap, notamment l'appui aux écoles d'accueil de ces enfants, l'accompagnement des EVH scolarisés, des enquêtes et des études, et puis évidemment, comme nous le disions, la stratégie nationale et le plan d'action qui ont été pris en charge dans ce cadre-là. Diapo suivante. Voilà. Alors, concernant la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, la SCADD 2015-2021, 2019, pardon. Alors, dans ce cadre-là, ce qui est prévu, c'est la solidarité nationale et la protection sociale, mais aussi la politique de développement à moyen terme, et puis le renforcement de l'accès aux services de santé et de nutrition. Ceci concerne globalement les personnes vivant avec handicap, avec des aspects qui concernent les enfants dans le cadre de la scolarisation, les enfants vivant avec handicap. Au suivant. Alors, pour le plan de transition du secteur de l'éducation, donc c'est un plan sectoriel, donc 2017-2020. Alors, ce qui est programmé actuellement, c'est la situation de l'équité et sur les disparités aussi. Mais aussi, ça concerne les éléments transversaux du développement de l'éducation. Donc, essentiellement, donc l'éducation inclusive, et puis, évidemment, dans le cadre du système éducatif inclusif, mais aussi l'accès et la rétention des EVH à une éducation de qualité pour tous au niveau du primaire essentiellement. Au suivant. Ça, pour le plan sectoriel, c'était les orientations générales. Maintenant, pour les orientations concernant spécifiquement l'enseignement primaire, il y a l'accès et l'équité au niveau du primaire. Donc, la stimulation, la facilitation de l'accès, la sensibilisation pour inciter les familles à envoyer leurs enfants à l'école, le renforcement de la gratuité de l'école primaire, l'incitation à la scolarisation des enfants exclus de l'école. Bon, maintenant, il y a aussi l'inclusion scolaire des enfants exclus, enfin l'inclusion des enfants exclus de l'enseignement au niveau du primaire. Donc, stimuler la demande, un programme de construction, de réhabilitation de rampes d'accès, mais aussi un partenariat à mettre en place entre les commissariats en charge de l'éducation, les ONG spécialisées, et puis pour les enfants, donc, pour la prise en charge des enfants vivant avec handicap. Au suivant.
Alors, la stratégie nationale pour l'éducation de base des enfants vivant avec handicap, cette stratégie-là vient d'être mise en place pour 2017-2026. Elle est construite essentiellement sur 8 axes stratégiques: la sensibilisation et l'implication de la communauté, la formation du personnel de prise en charge des EVH, la transformation de l'environnement du milieu scolaire, l'expérimentation de l'éducation inclusive et spécialisée, le cadre institutionnel et le pilotage, la production de données statistiques sur les EVH, le partenariat pour la scolarisation des EVH et puis le financement de l'éducation inclusive. Diapo suivante. Alors, quant à ce qui concerne le plan d'action d'éducation de base des enfants vivant avec handicap, il est construit sur la base donc de la stratégie, et là, bon, sur la base de l'axe stratégique, et là on met l'accent surtout sur la phase, on a une phase préparatoire qui consiste à accompagner l'existant. Donc les écoles qui sont déjà en place actuellement, on a à peu près 300 écoles publiques et privées qui prennent en charge les enfants vivant avec handicap. Donc, il s'agit dans cette première phase d'accompagner ces écoles-là, mais en même temps d'identifier les écoles de référence pour l'éducation des EVH. On doit en avoir 6, 2 par île, donc sur les 3 îles, une en milieu rural, une en milieu urbain, et puis le renforcement des capacités de ces écoles de référence. Et puis la phase 2 d'expérimentation consistera à une innovation de l'éducation EVH autour des écoles de référence, mais avec un rayonnement vers les autres écoles d'accueil des EVH, une éducation des EVH dans le cadre du projet, donc du projet d'école. Et puis en phase 3, ce serait l'extension de l'expérience à toutes les écoles d'accueil des EVH au niveau du pays. Diapo suivante. Donc, pardon. Sur cette base-là, nous avons un peu voilà les forces qu'on identifie dans l'environnement actuellement. Déjà, une volonté politique et des initiatives diverses d'acteurs du système éducatif et des organisations de la société civile. Donc, la ratification de plusieurs conventions, l'adoption et promulgation de la loi relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, l'existence d'un certain nombre de textes relatifs donc au droit à la protection de l'enfant, l'éducation inclusive dans le PIE, dans la SCADD, mais aussi dans le plan sectoriel de l'éducation, des initiatives prises par des directeurs d'école et enseignants de scolariser les enfants dans le public comme dans le privé, l'existence d'un réseau d'organisation de la société civile œuvrant donc pour le soutien de la scolarisation des personnes vivant avec handicap qui ont besoin d'être accompagnées, mais il y a déjà cette volonté-là. Maintenant, il y a le système éducatif a acquis quand même la capacité suffisante aujourd'hui d'accueillir les enfants en âge de scolarisation à l'enseignement primaire. On note que en 2015, on avait 1110 élèves vivant avec handicap. En 2016-17, ils sont passés à 1607, donc un effectif en augmentation. Diapo suivant. Alors, il y a quand même un certain nombre de faiblesses. Alors, au niveau institutionnel, une absence de politique nationale, mais qui est en train de se mettre en place sur la base de la stratégie et de la plan d'action qui se mettent en place. Très peu de travailleurs sociaux, absence d'expertise pour définir les paramètres d'accueil des EVH, absence de programme de formation pour les enseignants, et puis l'existence d'un service chargé du handicap au sein de l'éducation, mais aussi au niveau de l'offre, insuffisance donc de données pour le moment, absence de matériel pédagogique, un manque dans le système éducatif de services chargés de la supervision, et puis un cadre d'accueil et des espaces de vie qui manquent encore. Alors, au niveau de la demande,
on a ces problèmes de la perception négative du handicap d'une manière générale au niveau de la société, et puis un taux d'abandon qui est assez élevé quand même pour ce qui concerne les EVH. Au niveau de l'environnement, donc l'environnement physique et le milieu scolaire, donc qui sont encore inadaptés, et puis une insuffisance de la sensibilisation des acteurs concernés. Voilà les faiblesses qui se présentent. Donc, diapo suivante. Ceci étant, nous pensons que les perspectives peuvent être considérées comme étant quand même optimistes, puisque le prochain programme donc, du GPE permettra de mobiliser d'autres fonds pour les EVH. Donc, les prévisions en cours permettent d'ancrer la problématique EVH dans les axes orientation stratégique et institutionnelle. Bon, cela permet aussi d'axer l'ensemble de l'action éducative des EVH sur l'opérationnalisation de la stratégie nationale et du plan d'action national. Pour cela, donc, il s'agit de tout construire dans l'optique des axes stratégiques qui ont été donc déterminés pour 2017-2026. Et puis, à partir de là, on a déterminé des actions immédiates qui consistent donc à ce que des enseignants en cadre pédagogique volontaires soient formés en langue de signes ou en braille sur une période de 3 mois, que des enfants soient pris en charge au niveau du préélémentaire et des 2 premières années du primaire, que des classes soient dédiées spécifiquement dans certaines écoles primaires, que les enfants donc soient ensuite intégrés dans les classes normales de la 3e année du primaire, et puis l'achat d'un certain nombre d'équipements spécialisés. Voilà donc les perspectives qui sont donc en place pour le moment. Diapo suivante. Voilà, donc sur la base donc pour ce qui concerne la sensibilisation, bon, il y a des posters qui ont été mis en place qui concernent donc la mobilisation de tous les acteurs. Alors, donc ça concerne donc le fait de pouvoir écouter les enfants, donc la stimulation et la valorisation des enfants, donc l'inclusion et puis la responsabilisation de tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels ou du domaine civil. Au suivant. Voilà, et sur ces mots que nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup. Merci 1000 fois de votre exposé. Si vous voulez bien éteindre votre micro, monsieur. Si vous voulez bien éteindre votre micro, je vous prie. Désolé, je dois partir. Merci, merci monsieur. Eh bien, merci à tous ceux qui nous ont présenté leurs exposés. Il y a eu différentes parties de ces exposés dont il va falloir discuter, je crois, parce que c'est très intéressant avec ces conversations techniques qu'il va falloir mener. Maintenant, un petit commentaire d'ordre général avant que je ne vous quitte. Nous allons continuer peut-être pendant quelques instants après que Madame ne parte. Nous avons déjà des questions qui nous ont été posées. Je vous remercie à nouveau de vos exposés. Ce que les exposés m'ont donné, c'est
nous nous servons de terminologies tout à fait différentes pour parler de l'inclusion. Il y a certes des orientations très spécifiques sur la terminologie, encore une fois, de l'inclusion, de l'éducation inclusive, toutes sortes de terminologies, alors intégration, inclusion, et très souvent ce sont des choses complètement différentes en ces termes. Il va nous falloir en quelque sorte normaliser notre vocabulaire pour qu'on sache, par exemple, ce qu'est exactement l'éducation inclusive. Il va nous falloir établir des orientations, mais ça, c'est les experts qui s'en chargeront. Et ce que j'ai retiré de ces exposés, c'est que il y a le besoin d'inclusion des enfants handicapés, mais il y a différents niveaux de connaissances pour faire cette inclusion. Et l'inclinaison, plutôt la tendance, c'est de penser d'abord au handicap et à la réception. Certes, c'est nécessaire pour avoir une stratégie de l'éducation, mais ça, c'était ce que je voyais en général. Je suis ravi de voir tout le travail qui a été réalisé en pensant à l'inclusion et comment nous allons pouvoir mieux réussir, comment nous assurer que les enfants handicapés ne sont pas laissés en lanterne rouge. Et malheureusement, il faut que je vous quitte. Et ma collègue acceptera quelques questions. Et vous pouvez continuer cette conversation. Merci de m'avoir inclus. Merci, Connie. J'aimerais encore une fois remercier chacun d'entre vous, en particulier ceux qui nous ont présenté leur exposé, donc les Comores, le Kenya. Je vous remercie et je vous remercie de plus de votre patience face aux problèmes techniques qui ont retardé ces exposés. Nous avons reçu quelques questions et je vous demanderai de nous envoyer vos questions. Si vous en avez une question, par exemple, nous a été posée sur la liste des pays qui a été affichée dans la revue, dans le constat. Ce constat sera à disposition, sera publié, un rapport officiel. Ce rapport, vous le recevrez après la nouvelle année, après le nouvel an, et vous verrez une analyse détaillée des pays qui ont été inclus dans ce constat. Malheureusement, il nous a été difficile de vous montrer ces données, pays par pays, même si nous aurions aimé vous les présenter, mais ça n'a pas été possible. C'est pour cela que cet exposé était principalement sur des généralités, combien de pays ont fait ci ou ça. Mais nous avons reçu votre question et nous vous enverrons donc le détail incessamment. Nous avons reçu quelques questions. Alors, M. Diallo a posé une question en ligne. En dehors du plan sectoriel, y a-t-il des actions? Quelle est la position du GPE sur les écoles qui ne sont pas spécialisées? Très bien. Alors, l'appui de la part du GPE en dehors du plan sectoriel sur les activités, le GPIE appuie les pays par l'intermédiaire du plan sectoriel et ce par
des financements du GPE pour la mise en œuvre. Nous ne finançons pas les activités qui sont en dehors du domaine du plan de l'État, des autorités publiques. Donc voilà ma réponse pour la première question. La deuxième question, est-ce que vous pourriez me la redire? Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris. L'inclusion inclusive par l'intermédiaire d'écoles non spécialisées. Est-ce que le GPE préfère les écoles spécialisées? Eh bien, la position du GPE est très claire. L'éducation inclusive cerne bien ce qu'est ou ce que devrait être l'éducation inclusive. Dans quelle direction il faut que les pays s'orientent? Le GPE. La vision du GPE s'aligne sur la vision du CRPD, tout particulièrement sur l'éducation inclusive pour les enfants handicapés. Cela étant, nous l'avons dit pendant la revue, nous avons vu que différents pays sont à différentes étapes d'intégration et de compréhension de ce qu'est l'éducation inclusive pour eux et les mécanismes qui sont à disposition. Mais nous comprenons également qu'il y a un renforcement des capacités qui doit se faire, qui devra se faire pour que les pays soient en mesure de mieux recueillir des données sur les handicaps et de faire une meilleure analyse du secteur, ce qui leur permettra de développer des plans plus circonstanciés. C'est ainsi que nous voyons la question de l'éducation des enfants handicapés. J'espère avoir répondu à la question de M. Diallo. Deux autres questions de la part de Jean-Marie. Y a-t-il appui pour des écoles inclusives pour les enfants malentendants au-delà du primaire? Puisque vous avez principalement parlé de l'inclusion dans le primaire. En Côte d'Ivoire, il existe une école qui appuie les malentendants. Je crois que votre question, en fait, est très spécifique à votre pays et à votre contexte. Mais le GPE travaille avec le primaire et le secondaire. C'est ça notre objectif. C'est pour ça que vous avez vu que notre exposé était davantage sur l'analyse des services ou des services prévus dans le primaire et non pas le secondaire. Pour les malentendants, je dois ajouter que je ne suis pas informé des progrès en la matière dans l'éducation secondaire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tout ce qui est l'accompagnement des enfants handicapés dans le secondaire. Désolé, je n'en suis pas averti, ce n'est pas mon domaine de spécialisation. En ce qui concerne la terminologie, notre collègue vous en a parlé, mais nous avons bien retenu la différence. She should be close to the microphone.
Il faut développer et s'assurer qu'il y ait des éléments de preuve de la réalisation des résultats de l'apprentissage. Très bonne observation. Et c'est l'un des domaines dont il va falloir discuter, c'est-à-dire qu'il nous faut aligner les résultats de l'éducation pour les apprenants et dans le cadre d'évaluation. De nombreux pays mesurent l'apprentissage par des évaluations nationales. Et les enfants handicapés ne participent jamais à ces évaluations, à ces sondages, à ces enquêtes. C'est un élément extrêmement important qui doit être adopté pour... Ce n'est pas forcément que ça doit être aligné sur la méthode actuelle, mais comment faire en sorte qu'il y ait l'inclusion des enfants dans les cibles d'apprentissage pour que tous les enfants soient inclus. Effectivement, vous avez raison. Merci de votre observation. Très bien. Nous arrivons à la conclusion de notre webinaire. Encore une fois, merci de votre participation. Je conclurai en vous disant que tous les documents, toutes les diapositives, toutes les fiches que nous avons vues aujourd'hui seront distribuées en anglais et en français. Et le récapitulatif de cette discussion sera enregistré et le récapitulatif sera envoyé à tous les participants qui étaient présents et tous les autres qui avaient donné qui avaient répondu à l'invitation. Merci encore une fois. À Washington, nous concluons. Merci aux Comores, merci au Kenya. Nous vous disons au revoir, mais ce n'est qu'un au revoir. Merci mille fois. Ce webinaire était très intéressant, disait Madame. Merci, au revoir.